Journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. 19h30 à Kinshasa, une heure de plus, plutôt même heure à Kikwit, chef-lieu de la province de Kwilu. Madame, messieurs, bienvenue à cette grande édition. D'abord, le titre. Ce journal débute par cette information. La République démocratique du Congo et le Rwanda veulent mettre en place un cadre d'intégration économique régionale. Le comité de coordination de l'accord de Washington s'est réuni pour la première fois le week-end dernier. Plus de détails dans ce journal. Et puis, la République démocratique du Congo vient de franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre l'Mpox. C'est lundi 4 août à Kinshasa, le gouvernement congolais a officiellement lancé un projet d'urgence sanitaire. Vous aurez des détails dans ce journal également. Et puis à l'international, face à la recrudescence de faux billets dans le pays de la CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale a lancé dernièrement l'application mobile BIC NG 2020. Et dans ce journal, nous recevrons également José Junior Ouawa, qui est journaliste à Géopolise Télévision, avec qui nous parlerons autour de l'actualité du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce premier journal de la semaine. La République démocratique du Congo et le Rwanda veulent mettre en place un cadre d'intégration économique régionale. Les deux pays ont pris cet engagement à Washington, encore une fois, où le comité de coordination de l'accord s'est réuni pour la première fois le week-end dernier. L'engagement économique qui a été pris vise notamment l'exploitation minière, les infrastructures, l'énergie, les développements industriels. Patrick Kulunga pour plus de détails. Le cadre d'intégration économique vise également l'industrie agroalimentaire, la santé publique et la gestion de parcs nationaux. Kinshasa et Kigali affirment avoir l'intention de bâtir un avenir caractérisé par de partenariats mutuellement bénéfiques, de développer la connectivité avec les initiatives de développement économique international et régional et de créer des opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Pour le Rwanda et la RDC, il s'agit de construire un avenir où la coopération transfrontalière renforce la paix et la prospérité pour les deux pays et ainsi empêcher le commerce illicite d'alimenter la violence ou de financer des groupes armés. La volonté des deux pays de renforcer les liens économiques devrait être complétée par le biais d'un accord distinct qui décrira les mécanismes de coordination nécessaires à la planification et à la mise en œuvre des domaines d'action et des initiatives du cadre d'intégration économique régionale. Kigali et Kinshasa réaffirment que ces initiatives doivent être mises en œuvre dans le plein respect de la souveraineté, des lois et de la réglementation de chaque pays. Les deux pays souhaitent que le cadre d'intégration économique régionale constitue une plateforme dynamique permettant d'ajouter de nouveaux objectifs et initiatives convenus d'un commun accord. Le Rwanda et la RDC reconnaissent que le développement de l'énergie et des infrastructures est la condition préalable à l'industrialisation, en particulier dans le secteur minier, et à l'amélioration de la qualité de vie des communautés. Kigali et Kinshasa affirment par ailleurs que chaque pays dispose d'un contrôle souverain total sur l'exploitation, la transformation et l'exportation de ses ressources naturelles.
Et puis, la promesse d'un gouvernement resserré dans sa deuxième configuration sous la première ministre Judith Suminwa Tuluka marque la volonté du président de la République Félix Tshisekedi d'insuffler un souffle nouveau dans la gestion des affaires publiques. Si cette réduction répond aux exigences d'efficacité et de sobriété, elle risque en revanche de générer de profondes frustrations parmi les alliés de la majorité présidentielle. Commentaire d'Hervé Landringoy. Le président Félix Tshisekedi s'apprête à opérer une nouvelle mutation de son exécutif avec la mise en place du gouvernement Suminwa II. Cette équipe annoncée comme réduite et plus technocratique vise à rationaliser les dépenses publiques et à améliorer l'efficacité gouvernementale. Une rupture avec les anciens gouvernements pléthoriques qui comptaient parfois plus de 50 ministres. Mais cette volonté de réduction n'est pas sans conséquences politiques. À l'approche des grandes réformes attendues et alors que le second mandat du chef de l'État débute sous haute pression sociale et économique, les équilibres internes dans l'Union sacrée sont plus que jamais fragiles. Moins de postes, c'est aussi moins de possibilités de récompenses politiques pour de nombreux partis et regroupements qui ont soutenu la réélection du président Tshisekedi. Selon plusieurs sources proches du palais de la nation, les négociations sont ardues, mais l'éventualité de la dissidence ouverte au sein de l'Union sacrée est à écarter. Même si certaines figures majeures du premier gouvernement souminois pourraient être remplacées au profit de nouveaux profils technocrates ou de jeunes visages censés incarner les renouveaux. Dans un contexte où la lutte contre le clientélisme et la corruption reste une priorité affichée, cette réduction de l'équipe gouvernementale apparaît comme une nécessité. À travers cette opération de dégraissage, le président Félix Tshisekedi entend donner une image de fermeté et de modernité. Toutefois, il devra manœuvrer habilement pour éviter que les frustrations internes ne nourrissent une sourde dissidence au sein de l'Union sacrée et sa famille politique. J'ai annoncé au début de ce journal que nous recevrons sur ce plateau José Junior Ouawa, journaliste à Géopolis Forum, avec qui nous allons discuter de cette question du nouveau gouvernement qui sera forcément Judith Suminwa. José Junior Ouawa, bonsoir. Bonsoir Blessed, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors, d'ici peu, nous allons donc avoir cette nouvelle la publication qui s'est fait attendre du nouveau gouvernement qui sera forcément Judith Suminwa II. Est-ce que le fait que le président de la République ait annoncé que le gouvernement sera resserré, cela ne créerait-il pas de frustration au sein de la majorité présidentielle ? Bon, ça dépend de comment est-ce qu'on aborde cette question, parce que vous voyez, le président l'a déclaré ainsi. Je crois bien savoir, je ne suis pas dans la tête de Félix Tshisekedi, mais au moins on analyse le fait. Ça veut dire que le président veut répondre à deux exigences. Deux exigences, la première est celle de vouloir resserrer, justement, comme on a dit, les institutions de notre pays coûtent très cher à la République en termes de dépenses publiques. Il va falloir maintenant trouver comment est-ce qu'il faut réduire le train de vie des institutions, qui veut dire par les nombres, notamment de ministres, de membres de gouvernement, vous savez qu'après, derrière chaque ministre, vous avez un certain nombre de collaborateurs, vous avez un certain nombre d'avantages, vous avez un certain nombre d'éléments qui concourent à sa prise en charge. Ce qui veut dire, c'est sur le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi de vouloir comment est-ce qu'il faut renforcer l'efficacité gouvernementale. Vous aviez un gouvernement de plus de 50 personnes, le gouvernement précédent. Aujourd'hui, il va faire un peu plus point. Mais justement, la difficulté qu'auront les premiers ministres, la future premier ministre ou les futurs premiers ministres, semble-t-il que ce sera toujours la même. Et c'est au niveau de comment satisfaire les appétits des alliés politiques qui venaient de rejoindre la majorité présidentielle, au même moment qu'il faut tenir compte de cette exigence de réduire les trains de vie des institutions en réduisant les membres des institutions. Parce que quand on dit il y a la consultation de nouveaux acteurs politiques dans ces jeux politiques du président Tshisekedi, excusez la redondance, voudrait dire qu'aujourd'hui, vous aviez un gouvernement d'union sacrée qui va s'élargir probablement avec les membres de ce qu'on appellerait les camps de la patrie, c'est-à-dire Martin Fayulu,
Et il y aurait aussi la société civile. Adelphe Mouzito, et vous avez vu aussi la société civile qui doivent effectivement rejoindre ce gouvernement. Comment obtenir la satisfaction des sociétaires de l'Union sacrée de Nation avec les autres membres qui vont rejoindre justement les bateaux présidentiels, les camps présidentiels. C'est toute l'équation à laquelle la Première ministre doit devoir trouver des réponses. Aujourd'hui, ça sera très difficile d'envisager l'avenir, ça sera très difficile d'envisager ce qui va se passer parce qu'on est dans cette transaction-là, peut-être à l'issue de cette transaction, on saura exactement en quoi est-ce qu'il faut s'attenir. Je voulais peut-être ajouter un mot, c'est plutôt au niveau de défi de la Première ministre, il semble-t-il que ça sera toujours la même. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays en guerre. La RDC, c'est un pays en guerre qui a besoin justement de se restructurer pour se relancer sur le plan économique. Il est vrai qu'il y a des avancées sur le plan diplomatique. Vous avez évoqué dans votre premier élément de journal, mais avec les pourparlers de Doha, avec l'accord de Washington, avec tout ce qu'il y a comme les arrangements particuliers, l'accord économique qui a été signé par le gouvernement de la RDC, celui du Rwanda. Et aujourd'hui, il y a les volets internes qui va nécessiter justement la contribution des acteurs locaux, les acteurs nationaux, je veux dire de la classe politique nationale, pour tenter de trouver ce qu'on appellerait les pactes sociaux dans les cadres d'un dialogue national. Ce n'est pas encore acté, mais le président a déjà mis en place un comité de suivi qui va devoir travailler, et c'est autour de tous ces défis et aussi une situation sociale qui n'est pas reluisante aujourd'hui dans le pays et sur laquelle il va falloir travailler par la Première ministre pour tenter d'apporter des solutions, comme l'a dit le président lors de cette rencontre avec l'Union sacrée, aux préoccupations concrètes de la population congolaise. Voilà, José Junior Wawa, nous vous remercions pour votre intervention. Merci beaucoup. Dans un autre registre, madame, messieurs, l'affaire mettant aux prises l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est poursuivi ce lundi 4 août devant la Cour de cassation, alors que l'audience était consacrée à l'audition de témoins. Il n'en a pas été le cas. Plusieurs témoins ont répondu aux citations à comparaître qui leur ont été décernés et étaient présents dans la salle. La partie de la défense a soulevé deux questions. D'abord, elle a dénoncé que les témoins qu'elle a demandé de faire appeler n'ont pas été cités à comparaître par les greffiers, tandis que plusieurs témoins du ministère public ont été cités et sont dans la salle d'audience. Ensuite, elle a demandé que la Cour envoie l'affaire pour que le témoin qu'elle va faire citer dépose au même moment que ceux qui sont venus à l'audience de ce jour. La demande de la défense a été reçue par la Cour qui a décidé que tous les témoins seront entendus à la prochaine audience. Mais la Cour a tout de même décidé d'entendre un expert pour expliquer la procédure de passation de marché public. Le procès qui, en tout cas, continuera dans le prochain jour. Et dans les domaines de la santé, la RDC franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre l'Mpox. Ce lundi 4 août à Kinshasa, le gouvernement congolais, avec l'appui du Japon et de l'UNICEF, a officiellement lancé un projet d'urgence sanitaire d'une valeur de plus de 4,2 millions de dollars américains. Une cérémonie marquée par l'engagement renouvelé de partenaires internationaux en faveur de la santé publique en RDC. Reportage de Patience Okeke et Likabea. La RDC bénéficie d'un soutien majeur dans sa lutte contre l'Mpox. Avec une enveloppe de plus de 4,2 millions de dollars américains, le Japon, en collaboration avec l'UNICEF, vient de renforcer la réponse nationale à travers un projet d'urgence officiellement lancé ce lundi 4 août. Ces projets constituent un signal fort de solidarité internationale face à la flambée épidémique en République démocratique du Congo. Selon le représentant de l'UNICEF, il vise à réduire de manière équitable la mortalité, la morbidité liée à l'Mpox dans les communautés et provinces les plus touchées. Ce projet dont nous échangeons les notes ce matin vise notamment à réduire de manière équitable la mortalité et la morbidité liées à l'Mpox dans des communautés des provinces ciblées, en particulier les enfants de moins de 15 ans, grâce à une prise en charge médicale efficace. Diminuer la morbidité
et la mortalité à travers une approche communautaire intégrée fondée sur les données probantes. Prenant la parole, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a salué un partenariat stratégique et fidèle. Ce partenariat que je qualifierais de stratégique se distingue par sa constance, sa discrétion efficace et son alignement avec les priorités nationales. En soutenant aujourd'hui cette réponse d'urgence à la Mpox, le Japon réaffirme son statut d'allié de confiance au service d'un système de santé plus équitable, plus résilient et plus souverain. Le projet poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels la prise en charge des 200 cas confirmés, notamment par les personnes vulnérables, la vaccination de 250 000 personnes contacts grâce à une logistique adaptée, les traitements de plus de 3 700 enfants atteints de malnutrition aiguë et le renforcement des infrastructures de prévention et de contrôle des infections dans 12 zones de santé à travers le pays. On va rester toujours dans le domaine de la santé. Célébrée chaque année du 1er au 7 août, la semaine mondiale de l'allaitement maternel rappelle le nombreux bienfaits de l'allaitement tant pour le bébé, protection contre les maladies, développement optimal, que pour la mère en facilitant la récupération et en réduisant certains risques de santé. Rachel Missenga. Donner de l'eau aux nourrissons durant leurs 6 premiers mois reste une pratique courante en RDC malgré les recommandations de santé publique qui encouragent l'allaitement maternel exclusif. Selon le Programme national de nutrition, 5 enfants sur 10 reçoivent d'autres liquides ou aliments en plus du lait maternel dès leur première semaine. Une habitude ancrée dans les traditions, mais aux conséquences parfois graves. Pour y remédier, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé la campagne plus fort avec le lait maternel uniquement. Rappelons qu'un bébé n'a besoin que du lait maternel jusqu'à 6 mois sans eau ni nourriture complémentaire. Les non-respects de cette pratique exposent les nourrissons à des risques tels que la diarrhée, les infections respiratoires ou la malnutrition. Un enfant qui n'est pas nourri au lait maternel court les risques d'indigestion d'abord parce que les laits infantiles qu'on apporte, parfois, ça peut poser des problèmes de diarrhée, de constipation et même des allergies. Et ça, c'est la ligne de conséquences. Alors, l'autre conséquence, c'est aussi que l'enfant sera privé de certains, comme j'ai dit tout à l'heure, de certains facteurs anti-infectieux qu'on trouve dans les laits maternels et qui sont très importants pour la croissance et même la défense immunitaire de l'enfant. Les bienfaits de l'allaitement ne concernent pas que les enfants. Pour le mère aussi, il joue un rôle important. Meilleure récupération postpartum, réduction de risque de cancer du sein et de l'ovaire et renforcement du lien affectif avec le bébé. Pour une femme qui n'allaite pas, c'est vrai qu'actuellement, il est décrit scientifiquement que les femmes qui allaitent beaucoup sont quand même protégées contre les cancers du sein et que celles qui allaitent moins ou pas du tout sont très exposées à développer les cancers du sein. Ça, c'est une évidence parce qu'il y a quand même des références scientifiques pour ça. Et pour cela, nous encourageons que les femmes puissent allaiter leurs enfants parce que Dieu leur a donné de 200. C'est pour allaiter les enfants de manière à pérenniser l'espèce humaine. L'allaitement maternel reste une protection naturelle, gratuite et accessible à toutes. Dans les secteurs de l'économie, remise et reprise à la Banque centrale du Congo, André Wamiso, officiellement installé comme gouverneur. La cérémonie a été présidée ce lundi à la Banque centrale par le ministre de l'économie, le ministre
Doudou Fwamba Libotaï, nommé par ordonnance présidentielle, André Wameso succède à Madame Malangou Kabedi Mbouyi. Ces changements interviennent dans un contexte de réforme et de modernisation du système financier. Dans son allocution, le ministre de Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a salué l'expertise, le patriotisme et la vision stratégique du nouveau gouverneur, tout en rendant hommage au leadership de la gouverneure sortante. Et puis, dans le secteur, toujours dans le même registre, le secteur informel constitue un pilier crucial de l'économie congolaise, avec 2 millions de travailleurs évoluant sans statut légal, souvent confrontés à des conditions précaires et privés de protection sociale. Ces travailleurs peinent à faire valoir leurs droits en cas de litige. Que dit la loi congolaise à ces sujets? Christian Loabea, avocat en droit social, nous éclaire par Gigi Nende. En République démocratique du Congo, le secteur informel représente une part importante de l'économie. Des milliers de Congolais exercent des activités sans statut légal, que ce soit dans le commerce de rue, les services domestiques ou d'autres petits métiers du quotidien. Ces travailleurs, souvent précaires, font face à de nombreux défis, notamment l'absence de protection sociale, des conditions de travail difficiles et une forte insécurité économique. Leur situation soulève des questions cruciales. Quels sont leurs droits et comment la loi congolaise les protège-t-elle en cas de litige ou d'exploitation? En cas d'abus, en cas d'exploitation et tout, évidemment que la loi a prévu, en tout cas, la loi n'a pas prévu un régime de protection spéciale. Ça, il faut que je vous le dise. La loi n'a pas prévu un régime de protection spéciale uniquement au profit de travailleurs qui sont dans l'informel. Non. Là, encore une fois, la loi a prévu de mécanismes, mais qui sont de mécanismes généraux applicables, y compris pour celles et ceux qui sont dans le formel, y compris pour celles et ceux qui sont dans l'informel. Donc, la loi ne fait pas non plus de différence à ce niveau-là. Et donc, en cas de litige, en cas d'abus, il est reconnu aux travailleurs le droit de dénoncer. D'abord, il faut dire que dans des entreprises, il y a des syndicats et tout. L'employeur peut, le travailleur. Et le manque de moyens dans les tribunaux aggrave encore leur vulnérabilité. Face à ces enjeux, il est impératif, soulignent les experts, que l'État congolais engage des réformes concrètes pour formaliser le secteur informel. Cela permettrait non seulement de garantir les droits fondamentaux de ces millions de citoyens, mais aussi de renforcer la cohésion sociale et de construire une économie plus équitable et durable pour tous. Dans le registre de l'éducation, beaucoup d'étudiants congolais peinent à trouver des institutions d'accueil pour effectuer leur stage de fin d'études afin de confronter les théories apprises de la pratique. À ces sujets, le club de géosciences, allais-je dire, une association estudiantine de l'université de Kinshasa dédiée aux sciences de la Terre par le truchement de son président, Monsieur Jules Onyumbe, sollicite le soutien du gouvernement pour l'encadrement des étudiants stagiaires au sein des entreprises minières. Il a dit dans cet extrait de l'interview à suivre sur Geopolis Télévision. Suivez. Étant donné que nous sommes des étudiants qui vont avoir des opportunités, par exemple, vous sollicitez des facilitations. On sollicite des facilitations. L'accès au marché de l'emploi après la fin de vos études. Exactement. Mais aussi, surtout pour les stages. Parce que ça nous étonne que dans un pays qualifié de scandale géologique, les étudiants... Et qu'il y a des institutions qui vous refusent l'accès dans leurs installations je vais donner pour faire les stages. Je ne suis pas politique, je suis peut-être scientifique, mais je voudrais donner un exemple palpable même. Nous avons essayé de travailler, de manager pour certains de nos membres au niveau de cette CPM. Une demande qui nous a jamais été répondue jusqu'à présent. Ça va arriver. Et vos apaisements, je pense les messages est passé. Les autorités qui nous suivent ont compris votre message et que le moment venu, elles n'hésiteront pas à vous inviter ou bien à convoquer votre organisation pour des séances d'entretien en vue des partenariats. Monsieur Gilles Onyumbe,
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du club de géosciences de l'Université de Kinshasa, organisateur de plusieurs forums scientifiques qui abordent des thèmes aussi variés comme la transformation locale des ressources naturelles ou l'importance des ressources minérales stratégiques dans le contexte mondial. Toujours dans les secteurs de l'éducation, c'est un record rare pour être signalé une semaine après la fin des examens d'État. Les premiers résultats sont déjà disponibles, du moins pour 3 provinces. Le ministère de l'Éducation fait fort à travers cette publication accélérée, laquelle est rendue possible grâce à l'appui de l'intelligence artificielle et à la stabilité logistique observée dans plusieurs provinces où les feuilles d'examen ont été traitées avec grande diligence. Myriam Lokio. Ce dimanche, le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté a rendu public les résultats provisoires de la 58e édition de l'examen d'État. Une annonce arrivée plus tôt que d'habitude. Selon les autorités, cette rapidité s'explique en grande partie par l'utilisation d'un nouveau logiciel basé sur l'intelligence artificielle, plus performant et plus rapide que les systèmes précédemment utilisés. En termes d'innovation, nous saluons aussi l'initiative de son Excellence Raissa qui s'est dit que Kinshasa est le siège des institutions, mais Kinshasa n'est pas aussi la RDC. Raison pour laquelle nous avons décentralisé le scannage. Cette édition est une édition de rupture. Allegra Bossai, expert en intelligence artificielle, estime que l'introduction de cette technologie représente une avancée significative, même si le contrôle humain reste indispensable pour accompagner cette révolution technique et ainsi assurer la transparence du système. Ensuite, avec cette possibilité-là de reconnaissance optique, l'intelligence artificielle n'a fait que comparer les réponses de l'item, par exemple, d'un élève avec les réponses qui se trouvent déjà dans sa base de données. Et voilà, cette méthode rend la correction plus rapide et uniforme. Et surtout que l'intelligence artificielle applique les mêmes critères à tous, ce qui renforce en l'occurrence l'impartialité dans la correction des items, donc la correction des examens. Mais il faut rester prudent parce que l'intelligence artificielle peut commettre des erreurs, par exemple si une case est mal assurée ou si le scan est de mauvaise qualité. La publication rapide des résultats des examens d'État laisse plus de temps aux élèves qui n'auront pas décroché leur diplôme à digérer l'émotion de l'échec et ainsi reprendre les études. Toujours dans le secteur sportif, débuté depuis le samedi dernier à Kinshasa, le tournoi du billard surnommé Billard Champ Cup bat son plein. Plusieurs talents de la capitale sont réunis pour un seul but, gravir le Graal de la petite balle. Suivez. La page internationale, madame, messieurs, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a procédé à la présentation officielle de son plan de redressement économique et social pour redresser l'économie sénégalaise. Il mise sur un financement majoritairement endogène avec 90% de financement attendu provenant de sources internes. Rachel Misenga. Le Sénégal entend désormais s'appuyer sur ses propres ressources, une gestion rigoureuse et une réorientation budgétaire plutôt que sur les financements étrangers contraignants. C'est dans cette optique que le gouvernement sénégalais a dévoilé un plan de redressement économique et social d'une valeur de 4 604 milliards de francs CFA répartis sur 4 ans.
Il se distingue par une forte volonté d'autonomie financière avec près de 90% de financement provenant de sources internes en rejetant ainsi l'endettement extérieur traditionnel. Ces plans novateurs reposent sur 4 piliers principaux. 2111 milliards de francs CFA provenant des recettes nationales, 1091 milliards de francs CFA issus du recyclage d'actifs de l'État sans privatisation, 50 milliards de francs CFA d'économie sur les dépenses administratives et 1353 milliards de francs CFA générés par des mécanismes endogènes innovants. Sénégal fait face à une situation économique difficile caractérisée par un déficit budgétaire de 14% et une dette publique atteignant 119% du PIB. Face à la recrudescence de faux billets dans le pays de la CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale a lancé le 1er août dernier l'application mobile BEAC NG 2020 accessible à tous. Cet outil gratuit permet de vérifier l'authenticité des billets de la série 2020 et de signaler instantanément les coupures suspectes, une innovation technologique qui s'inscrit dans une stratégie régionale de modernisation et de sécurisation du système monétaire, alors que plus d'1,5 milliard de francs CFA des faux billets ont été recensés entre 2023 et 2025. Suivez. En vue de renforcer la lutte contre la contrefaçon monétaire dans la sous-région, la Banque des États de l'Afrique centrale a le 1er août 2025 officiellement lancé une application mobile dédiée à l'authentification de billets de banque. Selon les experts, ces nouvel outil numérique baptisé BEAC NG 2020 permettra aux citoyens, commerçants et institutions financières de 6 pays membres de la CEMAC de vérifier l'authenticité de billets de la série 2020 de manière simple, rapide et gratuite. Outre la détection de faux billets, l'application comprend aussi une fonction de signalement permettant aux usagers de notifier immédiatement la découverte de billets suspects avec géolocalisation à l'appui. Un centre de traite régional de ces alertes a été mis en place pour améliorer la réactivité des autorités. Ces projets numériques, selon les experts, s'inscrivent dans la stratégie de modernisation de la BEAC qui entend accroître la numérisation de services bancaires dans le sous-région tout en soutenant les politiques de stabilité monétaire. Place à présent à la revue de presse avec Don Moumat. La sortie du gouvernement Souminois 2. Voici les sujets qui dominent l'actualité congolaise ce lundi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Selon Congo Nouveau, environ 5 mois après l'avoir annoncé devant sa famille politique, le président Félix Tshisekedi s'apprête à former un nouveau gouvernement dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques persistants. Mais en annonçant une équipe resserrée et ouverte à l'opposition, il pourrait créer de nouveaux frustrés et des grincements des dents au sein de l'Union sacrée de la nation. Le parti politique, très gourmand en poste, pourrait se sentir menacé par les arrivées issues des camps de Martin Fayoulou ou d'Adolphe Mouzito. Dans le même élan, le potentiel évoque la reconduction de Judith Suminwa à la primature, présentée par le pouvoir comme un acte de continuité et de stabilité. Pourtant, pour une grande partie de la population et de nombreuses organisations de la société civile, commentent les tabloïds, cette décision ne suscite ni espoir ni enthousiasme. Elle s'inscrit plutôt dans une logique de répétition symptomatique d'un pouvoir déconnecté du vécu quotidien des Congolais. Bref, la reconduction de Judith Suminwa n'apportera aucun changement sur le plan socio-économique. De son côté, Africa News met l'accent sur un homme, Jean-Lucien Boussa. La longévité politique de l'actuel ministre du portefeuille suscite un flot de critiques. Nommé en 2016, Boussa a traversé les régimes sans jamais quitter le couloir du pouvoir. 2 présidents, 5 premiers ministres plus tard, il est toujours là. Pour certains, cette stabilité est le fruit de la compétence. Pour d'autres, c'est une stratégie d'ancrage familial. À la veille du gouvernement Souminois 2, des révélations viennent ternir son image. Un réseau familial tentaculaire. CongoProfond.net parle d'un empire Boussa. Une enquête révèle l'emprise de ces clans sur les institutions. Pas moins de 14 membres de la famille Boussa occuperaient des postes clés. Une concentration du pouvoir qui donne l'image dans l'État.
À contre-courant de ces climats politiques tendus, la prospérité choisit de mettre en lumière une réussite sanitaire. L'histoire d'Alex Pengakuna, petit garçon de 4 ans, victime d'une balle perdue, est bouleversante. Sa vie a été sauvée, non pas à l'étranger, mais dans un centre hospitalier récemment inauguré à Lubumbashi. Le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, construit par la SNSS, témoigne d'un potentiel médical national capable de rivaliser avec les standards mondiaux. Enfin, Géopolis Hebdo conclut cette revue par une ouverture stratégique. Le ministre des Hydrocarbures veut une réforme profonde du secteur. Il affirme qu'il faut une nouvelle orientation à l'aune des évolutions du secteur des hydrocarbures en RDC ou ailleurs. Une commission d'experts a été créée le 15 juillet pour préparer cette réforme en vue d'un atelier inclusif qui a débuté ce lundi 4 août. 2 commissions y travaillent, réunissant experts nationaux, internationaux et sociétés civiles pour adapter le pays à la transition énergétique mondiale. Fin de cette revue de presse, au revoir. Fin de ce journal, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, la RDC et le Rwanda veulent mettre en place un cadre d'intégration économique régionale. Le comité de coordination de l'accord s'est réuni pour la première fois le dernier. Et puis, la RDC franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre l'Mpox. Ce lundi, le gouvernement congolais, avec l'appui du Japon et de l'UNICEF, a officiellement lancé un projet d'urgence sanitaire d'une valeur depuis 2 millions de dollars américains. Et puis à l'international, face à la recrudescence de faux billets de banque dans les pays de la CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale a lancé l'application mobile BEAC NG 2020. Fin total de ce journal, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Notez ceci, que le silence de ceux qui vous aiment est aussi coupable que le cri de ceux qui vous haïssent. Au revoir. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.